Dans les opticiens Chris, les boutiques font partie de notre paysage, un groupe évidemment très connu. Bonjour Jean-Pierre Champion. Bonjour madame. Vous êtes donc directeur général du groupe Chris. Alors vous revendiquez la place de numéro 1 en France et selon vos chiffres, Chris c'est 17% de part de marché, 6% de croissance organique en 2023 et 1 million de nouveaux clients l'année dernière. Alors ce chiffre il m'a étonné, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Écoutez, ça tient à notre politique de recrutement de nouveaux clients. On investit beaucoup. Vous savez que nous sommes en même temps producteurs et distributeurs, donc nos prix sont très compétitifs. Et donc nous recrutons chaque année entre 700 000 et 1 million de clients. Et on a eu effectivement en 2023 une très belle année. Donc 1 million, c'est l'objectif aussi pour l'année 2024? On ne se fixe pas d'objectif de recrutement. On se fixe un objectif de chiffre d'affaires et un objectif de profitabilité des magasins. Alors le chiffre d'affaires l'année dernière, c'était 1,3 milliard d'euros, donc 6% de croissance organique. C'est quand même une croissance régulière depuis quelques années. Là, ça veut dire que vous fixez quel objectif de chiffre d'affaires du coup? Alors, on s'est fixé dans notre cadre stratégique un objectif de 1,8 milliard sur notre plan stratégique à 5 ans. D'accord. Qui cumule à la fois l'optique et l'audition, avec un accroissement considérable du nombre de magasins. Qu'il s'agisse encore une fois du marché de l'optique ou du marché de l'audition, et également avec une croissance organique qui représente généralement à peu près les 2/3 de la croissance totale chaque année. En 2023, on a fait 8,5 de croissance, vous l'avez dit tout à l'heure, dont 6 d'organique. La part de marché, 17%, elle est encore en croissance. Comment on peut faire mieux? Alors elle évolue. Elle évolue d'environ un demi-point tous les ans. C'est difficile de la faire bouger radicalement. Mais régulièrement, depuis 10 ans, elle augmente. Et nous avons passé le numéro 1 à l'époque, en 2016, lors de notre 50e anniversaire. Et nous continuons d'augmenter cette part de marché régulièrement, encore une fois, essentiellement par la croissance organique, mais aussi par des ouvertures de magasins. Mais comment vous vous démarquez par rapport aux autres? Parce qu'eux aussi vont aller chercher la compétitivité, donc les coûts, le maillage du territoire. Et nous sommes les seuls à être producteurs-distributeurs. D'accord. C'est-à-dire que nous fabriquons les verres à forte valeur ajoutée que nous distribuons que nous vendons dans nos magasins. Ce qui nous permet, en tant qu'actionnaires, de renoncer aux dividendes industriels en les réinjectant dans les prix à la consommation, ce qui fait que finalement, nos offres sont plus accessibles et nos qualités de produits sont comparables aux meilleures. On va revenir d'ailleurs à la part d'industrialisation, d'industrie que vous avez, parce qu'effectivement c'est peut-être une de vos spécificités. Pour revenir sur votre maillage territorial, donc vous voulez encore ouvrir davantage de magasins en France, ça veut dire que votre maillage n'est pas encore assez dense? C'est quelle région que vous visez à développer? Toutes les régions, je veux dire, c'est très simple. Nous considérons qu'un client qui est au-delà de 15 minutes du magasin, il est vulnérable. Vous pouvez avoir la meilleure offre, les meilleurs prix, le meilleur NPS, puisque c'est comme ça qu'on mesure maintenant la préférence du client. Dès lors qu'il y a plus de 15 minutes, vous n'êtes pas censé conserver le client. Donc, tant que le maillage ne permet pas de mettre tous nos clients dans un rayon de 15 minutes, il est incomplet. Mais ça ne vous fait pas peur, ça? Parce que, par exemple, les agences bancaires ou même les bureaux de poste font le chemin inverse. Ils sont de moins en moins présents et on va quand même pas forcément plus souvent chez son opticien que chez son Mais beaucoup d'industries peuvent se digitaliser. Il se trouve que pour porter des lunettes, il faut se rendre dans un magasin d'optique, choisir parmi 1000 montures, se faire prendre des mesures parfois très précises, pour porter par exemple des verres progressifs. Tout cela ne peut pas se faire online, en tout cas pas encore. J'ajoute que les clients sont très sensibles au fait de ne pas débourser d'argent. Pour ne pas débourser d'argent, il faut qu'on vous applique le tiers payant. Et essayer de faire du tiers payant sur Internet, good luck. C'est pas encore effectivement fait. Alors est-ce que vous expliquez votre bonne croissance aussi uniquement par le vieillissement de la population? Forcément, c'est de plus en plus de gens qui vont porter des lunettes. Oui, la croissance du marché, elle est drivée par la démographie. En 2023, je vous disais que nous avions fait 8,5%, dont 6% en organique. Le marché au total a fait 5,5%, soit 3 points de moins. Donc bien sûr, écoutez, c'est pas compliqué à comprendre, 30% des moins de 16 ans portent des lunettes. La moitié des quadragénaires, 90% des octogénaires. Donc plus une population vieillit et plus le marché augmente. J'ajoute que, à la suite de la Covid et du confinement, les gens ont consommé beaucoup d'écrans. Bon, et donc se sont rendus plus fréquemment chez leur ophtalmologiste pour changer de lunettes.
Donc que ce soit taille de la population, que ce soit vieillissement de la population, que ce soit habitude de consommation, vous avez là les leviers principaux d'une croissance qui est assez stable, somme toute. Oui, et qui vous profite aussi, et peut-être aussi dans l'audition, c'est une des activités que vous cherchez de plus en plus à développer. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus? D'abord que c'est un marché encore plus prometteur. Bien qu'il n'y ait que 10% de la population qui soit malentendante, alors qu'il y a les deux tiers... Oui, ça concerne moins de personnes, mais c'est quoi? C'est plus rentable? C'est qu'est-ce que... Alors, déjà, jusqu'à présent, jusqu'à ce qu'une loi ne soit votée sur le 100% santé, s'acheter une paire d'aides auditives, ça coûtait à peu près 1 500 € de reste à charge. Ah oui. Bon, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente, comparé à des lunettes où c'est 150 €, donc 10 fois plus. À partir du moment où il y a eu un 100% santé, beaucoup de malentendants qui ne pouvaient jusqu'à présent se procurer des aides auditives ont décidé de s'équiper. Et donc le taux d'équipement qui était faible sur ce marché de l'audition est en pleine croissance. Ce qui explique que d'un marché qui est certes modeste, 1,8 milliard d'euros aujourd'hui, contre 7,5 pour l'optique. Mais ce marché d'1,8 milliard d'euros va passer à 2,5 milliards d'euros dans les 5 années à venir, grâce au 100% santé notamment. Et vous voyez des synergies avec l'optique? Rien que dans les magasins physiques, c'est situé au même endroit ou... À l'évidence, pas de capex. Vous installez une cabine d'audioprothèse à l'intérieur d'un magasin d'optique, le surinvestissement est marginal. Oui. La marque Chris, on a un portefeuille de plusieurs marques, mais la marque Chris est la plus connue, c'est sous cet emblème que nous avons développé, Chris Audition, la crédibilité est là. J'ajoute que, vous êtes trop jeune pour porter des aides auditives, mais il y a quand même une certaine résistance à s'équiper chez les populations qui en ont besoin. Et de franchir le seuil d'un magasin d'optique, ça n'est pas la même chose que de franchir le seuil d'un magasin qui est entièrement dédié à la vente d'aides auditives. Parce qu'il y a la mode dans un magasin d'optique. Les montures, il y a toutes les grandes marques. Bon. Et donc on constate que la synergie se traduit non seulement par du cross-selling entre les deux fichiers clients, mais en plus par un rajeunissement de la clientèle. Parce que chez nous, finalement, c'est-à-dire au sein d'un magasin d'optique, on appelle ça un espace audition, des populations plus jeunes qui n'hésitent pas à s'équiper. Oui. Seuil psychologique. Alors justement, vous adressez à des populations seniors. Est-ce qu'il y a des spécificités à ce type de clientèle? La digitalisation, vous n'allez pas forcément la pousser au maximum? Vous savez, la digitalisation, elle est dans le parcours client. Elle n'est pas dans la vente en ligne. C'est un business qui est plutôt orienté drive to store. Donc on prépare son achat et ensuite on va auprès d'un conseiller qui offre un choix de monture quand il s'agit d'optique ou un choix d'aides auditives quand il s'agit d'audition. Donc la digitalisation, ça n'est pas une affaire de vente en ligne dans ces marchés. C'est une affaire d'omnicanalité du parcours d'achat. D'accord. Et le remboursement, alors effectivement de la sécurité sociale et de la mutuelle, vous en avez parlé dans l'audition, évidemment ça a été un vrai moteur. Est-ce que vous êtes aussi présent à l'international, alors pas forcément beaucoup en Europe, Belgique je crois, et puis aussi au Maroc. Est-ce que vous voyez justement est-ce que vous voyez une différence du système français par rapport à d'autres systèmes qui seraient vraiment favorables? D'abord, on n'a pas parlé de notre mode de gouvernance. Ah oui, je voulais en venir à la fin sur les faits que vous sont des associés. Si vous m'aviez posé la question, que la coopérative, qui est le mode dans lequel nous évoluons, n'est pas un mode qui s'exporte facilement. Vous citiez le Maroc, la Pologne ou la Belgique. Nous n'y sommes pas en tant que coopérative. Nous y sommes en tant que master franchisé. C'est dire que notre modèle, il reste quand même dans le pays où il s'est implanté. Et c'est vrai, je crois, de beaucoup de coopératives, qu'elles soient alimentaires, et donc, vous n'avez pas vocation à changer de modèle pour vous internationaliser? Alors, si nous voulons changer de modèle, si nous voulons plutôt aller à l'international, il faut le faire, encore une fois, plutôt sous forme de master franchisé ou de succursaliste, ce qui n'est pas dans notre stratégie de coopérative. Donc, on est surtout concentré sur le marché français et on trouve qu'il y a suffisamment de croissance dans l'audition pour aller s'installer ailleurs en optique. Non, mais ma question portait précisément sur notre système à nous, le système social qui est quand même très favorable et on ne va vraiment pas s'en plaindre finalement du reste à charge qui est justement plutôt porteur pour vous parce que ça incite en plus à changer de lunettes assez régulièrement. Alors, j'ajoute que ce reste à charge, pourquoi est-il faible?
non pas parce que la sécurité sociale, c'est-à-dire les fonds publics s'y investissent, mais parce que les mutuelles sont généreuses. Pourquoi sont-elles généreuses? Parce que leurs adhérents payent des cotisations en conséquence. Les mutuelles n'ont pas vocation à perdre de l'argent. Et pourquoi sur les lunettes, alors, il y a cette... Parce que c'est un produit d'appel pour une mutuelle. C'est probablement le produit le plus sexy, entre guillemets, des produits de santé. Puisqu'on y trouve non seulement des verres, qui sont de nature, évidemment, sanitaire, mais également des montures, qui sont aussi un produit de consommation, et beaucoup de grandes marques s'en servent comme accessoire. Donc c'est ce qui fait que ce produit a quelque chose de différent, et qu'il est à la fois dans le domaine de la santé, dans le domaine du commerce. Alors on va revenir sur effectivement le fait que vous produisez également vos verres. Forcément, vous avez connu l'inflation ces dernières années avec les matériaux donc, que vous utilisez à la fois pour les montures et pour les verres. Ça s'est calmé aujourd'hui, vous pouvez rassurer? Oui. Alors l'inflation. Alors d'abord, un producteur-distributeur, il a une opportunité fantastique. C'est qu'il n'est pas obligé d'augmenter les prix. Nos prix d'électricité ont augmenté comme chez tous nos concurrents. Oui. Mais chaque année, on fait 5% à 10% de gains de productivité. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gains de productivité dans l'usine? On les redistribue. Et par conséquent, ça fait 2 ans que nous n'avons pas augmenté d'1 centime d'euro nos prix des verres. Alors bien évidemment, on distribue des montures qui, elles, subissent des augmentations de la part de leurs fabricants. Mais déjà, c'est très important pour nous. Bien sûr, on est exposé au même risque inflationniste que nos concurrents, mais grâce aux gains de productivité que nous réalisons chaque année, nous pouvons les absorber. Et nos adhérents nous sont reconnaissants, et nos consommateurs aussi, du fait qu'on puisse, d'une année sur l'autre, ne pas augmenter les prix. Et vous produisez en France les verres? On produit... Vous produisez quelle part d'ailleurs des verres que vous vendez? À peu près 30%. On a choisi les verres à forte valeur ajoutée. Enfin, chacun sait que sur le territoire français, il est plus coûteux de produire que dans d'autres territoires, que d'autres territoires jouent la compétitivité coût, que la France doit jouer la compétitivité hors coût. Mais en dehors de ça, finalement, nous, on se compare à des concurrents qui n'ont pas d'usine. Ils achètent donc à des grands verriers de taille internationale. Et donc, il faut trouver des catégories de verres où on peut finalement produire à un coût qui soit certes supérieur, mais par suppression des intermédiaires, par renoncement à certains dividendes, et par effet de massification, nous rend malgré tout compétitifs. Et alors, c'est quoi la durabilité, enfin, comment vous prenez en compte l'environnement dans le marché spécifique du verre, de l'optique? C'est très simple. Notre usine, elle a un bilan carbone trop élevé à nos yeux, 420 tonnes par an, c'est considérable. On le réduit année après année. Nos magasins, c'est à peu près une vingtaine de tonnes par magasin, donc c'est tout à fait considérable également. Donc on vient d'être labellisé RSE par la FNOR il y a quelques semaines. Par conséquent, c'est un engagement pour nous qui est total et vital. Alors, dans l'industrie de la santé, c'est un peu évident. Bon. Et puis dans la fabrication, ça l'est encore plus. Oui, dans l'industrie assez il faut travailler l'eau, récupérer la chaleur, récupérer les eaux, ne pas polluer son environnement, parce qu'évidemment, c'est très sensible et immédiat. Donc... Mais il n'y a pas trop de contraintes pour vous de produire en France par rapport à écoutez, importer de je n'y vois qu'une seule contrainte en France. Certainement pas le coût de production, parce qu'on assume le fait qu'il soit supérieur. Il suffit de s'installer dans des industries à forte intensité capitalistique. Donc on sait que c'est un peu plus cher, mais par les gains de productivité, par l'automatisation, par les processus, on peut rattraper nos concurrents qui sont à l'étranger. Alors un dernier mot effectivement sur votre gouvernance, on en a déjà un peu parlé, mais vous êtes une coopérative, donc un groupement d'opticiens où finalement ils sont associés. Alors comment vous redistribuez le fruit de vos bons résultats? Je peux vous faire une confidence. Bien sûr. Je suis tombé par hasard sur un interview du général de Gaulle en 1968 par un journaliste qui s'appelait Michel Droit. Quand vous sortez, l'interview était sur la participation. Vous écoutez le général de Gaulle, et il vous décrit par le menu ce qu'est le monde coopératif, c'est-à-dire distant de ce qu'est le capitalisme libéral, classique, distant aussi du collectivisme, mais qui apporte finalement des avantages très importants. Et finalement, qu'est-ce que c'est qu'une coopérative? C'est un actionnaire qui utilise son actif comme outil de travail. Et ça change tout. Ça change tout. Il n'a pas les mêmes exigences qu'un actionnaire. Je dirais qu'il est un actionnaire classique, il est beaucoup plus impliqué, puisque c'est son outil de travail. Donc il a intérêt à sortir un certain rendement, puisque c'est sa retraite qui est en jeu. Ce sont ses clients, puisqu'il est patron dans son magasin. Ce sont ses équipes,
Quand vous avez 1000 magasins, imaginez, vous avez 5 salariés par magasin, vous imaginez piloter 1000 magasins à distance et avoir la même productivité et le même engagement de vos salariés sans avoir sur place un patron dont c'est l'investissement, le cash, le temps. Après, vous l'avez dit aussi, c'est finalement un modèle qui est assez peu connu à l'international, ouais. Donc ça limite un peu au niveau local. Alors effectivement, on voit tous les bienfaits au niveau humain et au niveau même économique, mais ce n'est pas applicable partout. Ce n'est pas applicable partout, mais c'est probablement la forme la plus sophistiquée pour moi de capitalisme, puisque l'actionnaire est aux manettes. Pour nous, tête de réseau, l'actionnaire il est en même temps client. Donc imaginez, un actionnaire c'est déjà exigeant, un client ça est encore plus, vous multipliez les deux. Et vous avez des résultats. Vous alignez les intérêts en fait, tous les intérêts. Un parfait alignement des intérêts, une redistribution de la valeur ajoutée qui se fait géographiquement de manière beaucoup plus équilibrée. Je vous parlais tout à l'heure des dividendes auxquels nous renoncions en tant qu'industriels, mais qui en profitent les consommateurs. Donc la distribution de la valeur ajoutée est totalement différente, l'appropriation par les équipes est totalement différente, l'investissement que réalise chaque associé est totalement différent d'une entreprise dans laquelle un petit nombre décide. C'est finalement, vous savez, une entreprise, c'est un peu une démocrature. Dans certaines entreprises, on a plutôt affaire à des dictatures. Bon, ben, c'est la forme la plus démocratique qui existe dans le monde de l'entreprise. Eh bien, merci beaucoup Jean-Pierre Champion d'être venu nous présenter votre groupe, donc Chris, et puis donc le marché de l'optique et de l'audition. Donc on l'a bien compris. Merci beaucoup. Merci à vous.